Voilà, vous êtes très nombreux à demander depuis un moment, mais quand est-ce qu'arrive Xavier Poussard? Voilà, vous êtes exaucé, Xavier Poussard est maintenant parmi nous. Bonjour mon cher Xavier et bienvenue dans cette matinale, c'est une première pour vous, de Géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, merci de l'invitation. Je rappelle quelques éléments importants sur Xavier Poussard, même si évidemment il est connu et pour cause en particulier depuis un certain temps est le fameux livre Devenir Brigitte, Becoming Brigitte. Il est journaliste d'abord, il faut rappeler qu'il n'est pas apparu comme ça spontanément, Xavier Poussard. Moi, je note quelque chose qui pour moi est important, 15 ans que je suis patron d'émission sur Radio Courtoisie et eh bien oui, il a été formé par mon collègue, ancien collègue aujourd'hui malheureusement disparu, Emmanuel Ratier. Vous avez commencé en 2012 à Faits et Documents, c'est bien ça, Xavier? Exactement. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est une école, Ratier. C'est pas. Quand on est formé par Ratier, on n'est pas formé par n'importe qui. Et donc, vous avez été successivement, c'est la note en tout cas Amazon, rédacteur de la rubrique Portrait, rédacteur et directeur de la publication de la lettre confidentielle, auteur d'enquêtes sur les réseaux de pouvoir. Ça aussi, vous avez toujours fait preuve d'un grand courage et vous avez toujours tapé juste des éléments dont on parle encore aujourd'hui, le siècle, le club des 100. Vous avez parlé, vous connaissez bien le sujet sur les réseaux Epstein. Et aussi Alexis Kohler, un habitué de l'information, et puis évidemment donc le dernier, la cavale de Ghislaine Maxwell aussi, l'arrestation de Jean-Luc Bunel, autant d'éléments, et puis évidemment l'affaire Trogneux, l'affaire Brigitte. Le thème, alors je propose toujours à chacun de mes intervenants, s'il le souhaite, même si ce n'est pas votre spécialité, d'intervenir par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et vous imaginez que nous avons deux événements dont l'un est particulièrement choquant et douloureux pour nous parce que nous travaillons avec lui, c'était Éric Denessé. Donc le décès d'Éric Denessé hier à Paris, qui se serait donné la mort. En tout cas, c'est ce que, même si cette thèse paraît pour le moins douteuse pour ses proches. Et puis évidemment l'intervention d'Israël sur le système nucléaire iranien. Est-ce que vous connaissiez Éric Denessé, Xavier Poussard? Pas personnellement, mais j'ai beaucoup suivi ses travaux qui étaient remarquables, notamment sur l'affaire Alstom General Electric, qui est la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, avec les brevets de ce qu'on appelle la fameuse turbine Arabelle, qui était une partie importante de l'autonomie, de la souveraineté française en matière énergétique. Et Éric Denessé avait été de ceux qui, les premiers, avaient fait un travail absolument remarquable. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup suivi et qui me paraît central. L'affaire Alstom est une affaire absolument systémique et qui n'est d'ailleurs pas étrangère à l'affaire Brigitte. Je pense que, en fin de compte, on comprendra que ces deux affaires sont évidemment liées. Ensuite, sur l'attaque, effectivement, de cette nuit, alors j'ai pas eu le temps de regarder tous les détails, mais il me semble qu'on est en Occident, que ce soit en Israël, en France ou au niveau de la Commission européenne, sur un pouvoir qui n'a plus pour se sauver que le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Il faut être très clair. Donc c'est un pouvoir qui devient fou, et c'est un pouvoir qui est grotesque. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, et plus ce pouvoir est illégitime et plus ce pouvoir est fragilisé, plus il devient dangereux et tente d'emmener le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Et ce qui est quand même rassurant, c'est qu'un certain nombre de puissances aujourd'hui, au niveau régional comme au niveau mondial, jouent vraiment l'équilibre et la stabilité. Voilà, donc à suivre, mais à mon avis, si on analyse, si on tente une prospective sur ce qui s'est passé, ça n'ira pas plus loin.
parce qu'effectivement, tout le monde a intérêt à la paix, que ce soit les Américains comme les Iraniens, puisqu'on sait que Donald Trump, en fait, a dissous, enfin, s'est retiré de l'accord qui avait été signé avec Barack Obama entre les Iraniens et l'administration Obama pour, en fait, créer son propre accord. Et on sait que des négociations sont en cours au niveau iranien et américain, et en fait, Israël tente à tout prix de bloquer ça, sachant aussi que Benjamin Netanyahou est extrêmement fragilisé sur le plan intérieur. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est les perspectives de paix en Ukraine avec des négociations qui se déroulent effectivement en Turquie, hein, donc puissance d'équilibre, et puis entre l'Iran et les États-Unis, et avec Israël qui en fait est un pays qui est en train complètement d'imploser, et qui, pour se survivre, exactement comme l'Union européenne cherche à la provocation à tout prix avec la Russie pour se maintenir. Donc c'est ce contexte-là qui est un contexte assez dangereux, et en même temps qui laisse entrevoir un changement d'époque, voire un changement d'air qui peut être tout à fait positif à terme. On a l'impression, Xavier Poussard, vous avez raison de dire que la fragilité de Benjamin Netanyahou, Premier ministre en Israël, c'est l'ensemble des dirigeants occidentaux, peut-être à l'exception d'un Donald Trump qui vient d'être élu, mais qui a déjà perdu, semble-t-il, beaucoup de son crédit. Les dirigeants occidentaux sont aujourd'hui fragilisés dans leur majorité, en tout cas ceux qui ont suivi longtemps l'État profond et le néoconservatisme américain, et au premier chef, finalement, Emmanuel Macron lui-même, bien fragilisé aujourd'hui. Emmanuel Macron est dans une situation qui est d'ailleurs qui est comparable à certains égards à celle de Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire qu'il perd toute légitimité en interne, et effectivement, il semble devenir fou. Alors, de mon côté, bon, moi, j'ai couvert simplement une affaire qui est aujourd'hui connue, qui s'appelle l'affaire Trogneux, qui était les poursuites engagées par les familles Ozière et Trogneux contre une femme, Natacha Ray, qui a accusé Brigitte Macron d'être en fait son frère Jean-Michel Trogneux, et qui avait été placée en garde à vue dans des conditions qui me semblaient complètement disproportionnées. C'est pourquoi j'avais décidé de suivre cette affaire, et moi-même ai été placé dans une sorte de tourbillon. Donc en fait, on a toujours, c'est ça que le public arrive très peu à saisir, c'est ce côté à la fois ridicule et dérisoire, et en même temps cette répression violente. C'est un pouvoir qui est à la fois ridicule et violent, et plus il est ridicule, plus il devient violent. Ouais. Et donc, j'ai couvert cette affaire simplement, et j'ai pu conclure que Natacha Ray avait eu une intuition qui était juste. Et il faut dire qu'au niveau de la médiatisation du dossier, à chaque étape, en fait, les Macron se sont pris les pieds dans le tapis, puisqu'après la vidéo de Natacha Ray en décembre 2021, ils ont annoncé porter plainte. Donc, il y a eu un premier effet stressant avec une première vague de médiatisation à l'international, notamment à ce moment-là en Russie et en Turquie. Ensuite, en 2024, en mars 2024, à l'annonce de la sortie d'un livre d'une journaliste du Nouvel Observateur sur l'affaire qui s'appelle Emmanuel Alizon, et qui sortait un livre qui s'appelait L'affaire Madame, l'Élysée a paniqué et Emmanuel Macron s'est senti obligé d'aller sur TF1 le jour de la journée de la femme, 8 mars 2024, pour expliquer que c'était son pire souvenir de président de la République. Deuxième effet stressant, à ce moment-là, dépêche de l'AFP, et l'affaire devient médiatisée par le Daily Mail, donc en Grande-Bretagne, aux États-Unis, avec des dépêches notamment dans le New York Post, et puis ensuite avec des premières vidéos de Candace Owens. Ensuite s'ensuit une vague de répression, et dans cette vague de répression est envoyée une assignation à Candace Owens qui est complètement dérisoire, mais qui va produire un effet inverse, puisque Candace Owens va se servir de cette assignation pour à nouveau médiatiser. Et dernièrement, on a le dernier épisode, qui est l'épisode de la gifle, qui aurait pu passer inaperçu, ou qui aurait pu ne pas faire tant de bruit que ça,
si l'Élysée n'avait pas menti en faisant porter la responsabilité d'abord sur l'intelligence artificielle, puis ensuite sur les Russes, et puis en s'en mêlant les pinceaux dans sa communication, qui est une communication, en vérité, des années 80, puisqu'en vérité, Emmanuel Macron, malgré son jeune âge, est un homme du passé. Hein, je dis souvent que c'est un jeune giscardien de Jacques Languizet. Hein, et en fait, c'est parce que son cerveau, c'est Brigitte. Donc en fait, on voit bien dans ses expressions, dans ses réflexes, etc., c'est vraiment un homme du passé. Et pourtant, on avait vendu aux Français, ce qui en dit d'ailleurs très très long sur la France, on avait vendu aux Français que c'était l'homme du 21e siècle, alors que c'est un homme des années 80. D'ailleurs, on parlait de l'Union européenne tout à l'heure. En fait, on ne peut pas avoir l'Union européenne où les dirigeants du type d'Emmanuel Macron ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont à la tête de pays qui sont en décrochage industriel, décrochage démographique, mais aussi en décrochage technologique. Il faut bien mesurer ce décrochage technologique qui semble irrattrapable. Et c'est un décrochage technologique qui est tel que c'est pas seulement dans les industries ou dans la recherche, c'est un décrochage technologique dans les têtes. Par exemple, dans mon enquête, j'ai utilisé effectivement la reconnaissance faciale pour analyser toutes les pièces que j'avais collectées dans l'affaire Trogneux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait de vérifier si Natacha Ray avait raison. C'est-à-dire, est-ce que Brigitte Macron est bien Brigitte Trogneux ou est-ce que Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux? Donc, moi, j'ai fait un truc très basique. J'ai recherché des photos de Brigitte Trogneux et de Jean-Michel Trogneux dans le passé que j'ai fait analyser par le logiciel, un logiciel qui s'appelle Face++, qui est développé par une entreprise, le géant chinois d'intelligence artificielle qui s'appelle Quanxue. Et le logiciel que j'ai utilisé est utilisé par les autorités de la République populaire de Chine dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit social. C'est ça. Donc là, normalement, moi, je dis ça aux Américains, c'est ce que les Américains appellent l'effet waouh. C'est-à-dire que c'est indiscutable en vérité. Non seulement c'est indiscutable, et en plus c'est audacieux puisque c'est la première fois dans une enquête journalistique qu'on va utiliser une technologie d'intelligence artificielle visuelle de reconnaissance faciale. Donc ça, pour les Américains, c'est quelque chose, c'est un point fort. Mais en France, je me suis fait traiter de tous les noms. On m'a dit, mais c'est un logiciel chinois. Comme si, en fait, les Chinois, c'est des types qui vendent de la drouille, tu sais, des chargeurs de téléphone qui sont cassés au bout de 10 jours. Donc, en fait, c'est ça le décrochage technologique. C'est pas seulement… D'ailleurs, on me dit, alors, par exemple, des journalistes, j'en rencontre un certain nombre en ce moment, parce qu'ils finissent par s'intéresser à l'affaire, me disent, mais on peut pas conclure avec l'intelligence artificielle, avec la reconnaissance faciale. Et en fait, je suis dans la position du type, à la fin du 19e siècle, qui a une voiture et qui rencontre un conducteur de calèche et qui lui dit, bah, tu vois, un jour avec la voiture Paris-Marseille, on le fera en une journée, alors qu'avec la calèche, ça se fait en 3 jours. Et le type dit, bah, tu dis n'importe quoi, il y a pas de chevaux. Il n'y a pas de chevaux, comment ça peut avancer? Il n'y a pas de chevaux. Et le type le dit, mais les chevaux, ils sont sous le capot. Et là, l'autre lui répond, mais ça rentre pas les chevaux sous le capot. On en est là. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.